Bonjour et bienvenue dans ce cours sur la radioactivité et les réactions nucléaires. Alors dans un premier temps, nous allons un petit peu nous intéresser à l'histoire de la radioactivité. Et pour ce faire, je vous propose de visionner la vidéo euh, qui a été réalisée par le COA un petit peu sur l'histoire de la radioactivité. Depuis la formation de la Terre, la radioactivité est présente dans toute la matière, celle qui nous entoure, celle qui compose le monde vivant. Tout est naturellement radioactif, le sol sur lequel nous marchons, l'atmosphère que nous respirons et les aliments que nous mangeons. Notre corps lui-même est radioactif. Ce n'est qu'à partir de 1896, grâce à la découverte d'Henri Becquerel, que la radioactivité est devenue un sujet d'étude majeur. Traitement de tumeurs cancéreuses et autres applications médicales, production d'énergie électrique et d'armes stratégiques de dissuasion, datation de vestiges archéologiques. Ces applications ont profondément marqué le XXe siècle. Comme d'autres à son époque, le physicien allemand Wilhelm Conrad Röntgen étudie les rayons cathodiques grâce au tube inventé par William Crookes vers 1875. En novembre 1895, lors d'une expérience, il découvre par hasard la présence de rayons inconnus, invisibles et distincts des rayons cathodiques. Il les appelle rayons X. Présentée à l'Académie des sciences de Paris, cette découverte attire l'attention d'Henri Becquerel, physicien français et spécialiste des phénomènes de phosphorescence. Il se demande alors si toutes les substances phosphorescentes émettent des rayons X et tente de le vérifier au cours d'une expérience réalisée en 1896 qui le conduira à découvrir la radioactivité naturelle. Becquerel utilise des sels d'uranium dont la phosphorescence a une très courte durée. Pour entretenir cette phosphorescence, l'échantillon doit être éclairé par le soleil. Et pour déceler leur rayonnement, il a recours à la photographie, un procédé dont il se sert couramment et qu'il maîtrise parfaitement. En janvier 1896, Becquerel enveloppe une plaque photographique dans du papier noir pour qu'aucune lumière ne puisse l'impressionner. Puis, il dépose dessus une plaque de cuivre et un échantillon de sel d'uranium. L'ensemble est laissé au soleil pendant plusieurs heures pour que l'échantillon soit stimulé par la lumière et reste ainsi phosphorescent. Lorsqu'il développe les plaques, il constate qu'elles sont impressionnées. Pour affiner ses résultats, Becquerel décide de reproduire l'expérience le 26 février. Mais ce jour-là et ceux qui suivent, le temps est très couvert à Paris. Comme il n'y a pas assez de soleil pour faire l'expérience, Becquerel range sa plaque préparée dans un tiroir. Le 1er mars 1896, le soleil n'est toujours pas là. Becquerel décide de développer quand même la plaque photographique, bien qu'il s'attende à la trouver faiblement impressionnée. Quelle surprise! La plaque photographique, qui n'a jamais été exposée aux rayons du soleil, est fortement impressionnée. Pour expliquer ce phénomène, Henri Becquerel émet une hypothèse. Avant d'être déposés sur la plaque, les sels d'uranium avaient emmagasiné une quantité considérable d'énergie lumineuse. Et c'est cette énergie, transformée en rayons X, qui a impressionné la plaque photographique. Pour vérifier son hypothèse, Becquerel dispose des composés d'uranium dans une boîte de plomb qu'il enferme dans son tiroir le temps que l'énergie lumineuse, éventuellement emmagasinée, disparaisse complètement. Ainsi, cet uranium ne pourra pas impressionner une nouvelle plaque photographique. 2 mois plus tard, Becquerel réalise l'expérience. Nouvelle surprise, la plaque photographique est quand même impressionnée. Becquerel retente l'expérience à plusieurs reprises et obtient le même résultat à chaque fois. Il en conclut que ce n'est pas l'énergie lumineuse emmagasinée par l'uranium qui impressionne la plaque. Becquerel élabore alors une deuxième hypothèse. Il suppose que l'impression de la plaque provient d'une certaine forme chimique des composants. Pour tester cette hypothèse, il reproduit l'expérience avec plusieurs composés d'uranium, phosphorescents ou non phosphorescents, puis avec des corps phosphorescents autres que des composés d'uranium, comme la fluorine ou le platinocyanure de baryum. L'impression de la plaque se produit avec tous les composés d'uranium, phosphorescents ou non, mais avec aucun des autres composés phosphorescents. Becquerel a ainsi démontré que l'émission de rayons par les sels d'uranium n'est pas liée à la phosphorescence,
que les rayons ne sont pas des rayons X, mais des rayons propres à l'élément uranium. Il les appelle rayons uraniques et communique ses résultats à l'Académie des sciences. Moins spectaculaires que les rayons X de Röntgen, les rayons uraniques de Becquerel suscitèrent, au départ, peu d'intérêt parmi la communauté scientifique. Il fallut attendre 2 ans et les travaux de Marie Curie, rejointe par son mari Pierre Curie, pour que l'importance de la découverte de Becquerel soit mise en évidence. En montrant que des corps autres que l'uranium émettent spontanément des rayons uraniques, ils ont défini plus précisément ce phénomène majeur de la nature qu'est la radioactivité, c'est-à-dire l'émission de radiation par une substance inerte sans apport d'énergie extérieure. Qu'a donc fait Becquerel? Il a suivi une démarche scientifique. D'abord, il a observé un phénomène et défini un problème. Ensuite, il a émis des hypothèses. Il les a testées jusqu'à résoudre son problème. Il a élaboré une théorie qu'il a ensuite validée. Alors, une première définition, une réaction nucléaire, donc le mot nucléaire vient de nucléaire, c'est-à-dire du noyau, ce sont donc toutes les réactions qui touchent au noyau, est une transformation d'un ou plusieurs noyaux atomiques en un autre noyau avec émission de particules. Donc émission d'une ou de plusieurs particules. Voilà ce qu'est une réaction nucléaire, donc c'est la réaction qui va toucher au noyau atomique, noyaux qui vont se transformer en d'autres noyaux. Alors, la radioactivité et la cohésion du noyau, tout d'abord, qu'est-ce qu'un noyau isotope? Eh bien, des noyaux sont isotopes s'ils ont le même nombre de protons que le node Z, mais un nombre de neutrons n différent. Exemple, on a par exemple les isotopes du carbone. Il existe par exemple le carbone, donc il a 6 protons dans son noyau, mais 12 nucléons. Eh bien, ce carbone-là a 13 nucléons. Ces deux atomes sont des isotopes parce qu'ils ont tous les deux le même nombre de protons Z, c'est-à-dire 6, mais en nombre différent de neutrons. 6 neutrons pour le carbone 12 et 7 neutrons pour le carbone 13. Il existe aussi le carbone 14 qui lui est radioactif. Il a, lui, encore un nombre différent de neutrons. Donc ce sont des atomes qui sont isotopes. Alors la cohésion du noyau, le fait que le noyau tienne, rappelons que dans un noyau il y a des protons et des neutrons, les protons sont chargés positivement et des charges de même signe se repoussent, donc normalement un noyau ça ne devrait pas tenir. Le noyau devrait se disloquer puisque les protons se repoussent les uns avec les autres. Fort heureusement, le noyau existe parce que cette cohésion est due à ce qu'on appelle l'interaction forte qui s'oppose à l'interaction électromagnétique, la fameuse répulsion entre des charges de même signe. C'est cette interaction forte qui tient le noyau et également à l'interaction faible dans un cas précis de radioactivité qu'on verra. Lorsque la cohésion du noyau n'est plus assurée, eh bien le noyau est dit instable et dans ce cas, il est radioactif, c'est-à-dire il va se transformer spontanément en un autre noyau radioactif. On en arrive donc à la définition de la radioactivité. Eh bien la radioactivité, c'est une réaction nucléaire donc qui touche au noyau, qui est spontanée, aléatoire et inéluctable, dans laquelle un noyau radioactif qu'on appelle le noyau père se désintègre en un autre noyau qu'on appelle le noyau fils en émettant une particule. Donc revenons un petit peu sur son terme. La réaction est spontanée, c'est-à-dire qu'elle se fait toute seule, pas besoin d'intervention de quelque manière que ce soit. Aléatoire, c'est-à-dire qu'elle va concerner certains noyaux et pas d'autres. Et inéluctable, quoi qu'on fasse, elle finira par se produire. Donc ce sont les caractéristiques donc, de ces réactions radioactives qui sont donc issues de phénomènes totalement naturels, puisque lorsque les noyaux sont instables, cette radioactivité existe naturellement et elle existe aussi de façon artificielle lorsqu'on la crée en laboratoire ou en industrie.
Mais spontanément, dans la nature, à tout moment, il y a des noyaux qui se désintègrent en d'autres sortes de noyaux. Donc on dit qu'un père donne naissance à son fils, et en faisant ça, ils émettent de l'énergie et des particules qu'on va étudier un petit peu en détail. Alors dans quel cas les noyaux sont-ils stables? Il convient de s'interroger sur la stabilité des noyaux. Sous l'action des différentes forces en présence, certains noyaux sont stables, c'est-à-dire qu'ils ont une grande durée de vie, alors que d'autres ne le sont pas. Ils se détruisent, ils se désintègrent rapidement. Parmi les 1500 noyaux connus, seuls 260 sont stables. Donc la plupart des noyaux ont tendance à naturellement se désintégrer. Voici le symbole qui représente un environnement radioactif. La vallée de stabilité des noyaux. Alors qu'est-ce que c'est que ce diagramme? On peut classer tous les noyaux connus dans un graphique qu'on appelle le diagramme de Segrè, qui représente le nombre de neutrons n, qu'on a en ordonnée, en fonction du nombre de protons. Donc on a le nombre de neutrons en fonction du nombre de protons Z. On distingue 4 zones qui sont représentées par 4 couleurs sur ce diagramme de Segrè. Une zone centrale qui est rouge, donc représentée par des noyaux rouges, ce sont des noyaux stables. Donc un noyau qui a par exemple 10 protons et à peu près 10 neutrons, il se retrouve ici, il est bien dans la zone rouge, il est stable, le noyau est parfaitement maintenu, la cohésion du noyau est assurée par les forces d'interaction fortes, ce noyau-là est stable, a priori il ne va pas se désintégrer de façon naturelle. On note que pour Z inférieur à 30, c'est-à-dire tous les atomes dont les nombres de protons sont plus petits que 30, les noyaux stables sont situés près de la première bisectrice. Rappelons que la bisectrice, c'est une droite qui partage un angle en deux angles de même mesure. Donc voici la bisectrice qui est représentée en noir sur le diagramme. Eh bien, tant qu'on est inférieur à 30, en gros, tous ces atomes-là sont relativement stables autour de cette première bisectrice. Donc, quand on a égalité entre le nombre de protons et le nombre de neutrons. Ensuite, on constate qu'il y a une zone jaune où se situent des noyaux qui donnent lieu à des radioactivités de type alpha. Alors on va voir après en détail ce qu'est une radioactivité de type alpha. Ce sont des noyaux lourds. Lourd, ça veut dire que le nombre A est très grand. A, rappelons que c'est le nombre de nucléons, c'est-à-dire les protons plus les neutrons. Donc ce sont les atomes relativement gros, puisque c'est en gros dans cette zone. Donc c'est là où on a un nombre Z élevé et un nombre N élevé, A étant la somme des deux. Alors on a un excès de masse. La masse étant très élevée, le noyau est relativement instable, et donc il va se désintégrer en émettant à chaque fois une particule alpha, qui en fait est un noyau d'hélium, qu'on va étudier en détail un peu plus tard. On a également une zone bleue, donc la zone bleue, qui est représentée ici. Ce sont des noyaux qui seront de radioactivité de type β-. Alors ce sont des noyaux qui présentent un excès de neutrons, ils ont trop de neutrons dans leur noyau, par rapport aux noyaux stables de même nombre de masses. Et donc, ces noyaux-là, ils vont avoir tendance, donc ce qui est représenté en bleu, alors typiquement c'est autour de cette zone-là, en majorité, ces noyaux-là vont se transformer en émetteurs β-. Et enfin, on a une zone verte, où on a des noyaux qui sont instables et qui vont donner lieu à une radioactivité de type β+, représentée donc en vert, principalement ici. Donc ce sont des noyaux qui ont un excès de protons par rapport aux noyaux stables de même nombre de masses. Donc ils ont trop de protons. Et bien sûr, les forces électrostatiques entre protons sont plus fortes que les forces nucléaires entre nucléons, et de fait, ces atomes ne seront pas très stables. Donc en fonction du type d'excès qu'on a, soit on a un excès de masse, soit un excès de neutrons, soit un excès de protons, alors les noyaux vont donner lieu à d'autres noyaux qui ne seront pas de même nature et qui vont subir différentes désintégrations qu'on va étudier en détail, qu'on appelle désintégrations alpha, β- ou β+. Les lois de Soddy sont les lois de conservation. À tout moment lors d'une désintégration, on doit avoir conservation de la charge électrique
et bien évidemment du nombre de nucléons, puisque certes les noyaux vont se scinder, se briser, mais en tous les cas, quand il va y avoir reformation, on aura conservation du nombre de nucléons, c'est-à-dire de protons, neutrons, qui vont bien entendu être identiques avant et après désintégration. Alors étudions maintenant les différents types de désintégration qui sont des réactions nucléaires donc dans le noyau spontanées. On en a de 3 sortes. Donc la radioactivité alpha, donc elle concerne, comme on le disait tout à l'heure, les noyaux lourds, instables à cause de leur excès de nucléons, ils ont trop de nucléons. Elles se traduisent par une émission de particules alpha. Donc on a un noyau qui s'appelle le noyau père, qui va donner naissance, donc spontanément, tout seul, en son noyau fils, et en émettant une particule alpha. Donc cette particule alpha est toujours un noyau d'hélium. C'est de l'hélium qui a 2 protons dans son noyau et 4 nucléons. Donc on le symbolise par le symbole He de 4. Et voilà, donc ce gros atome de radium, par exemple ici, c'est donc du radium qu'on appellera 226, puisque c'est l'isotope 226 d'uranium dont le numéro atomique du radium c'est 88, se transforme spontanément en du radon 222, dont le numéro atomique est 86, et en émettant une particule alpha qui s'appelle un noyau d'hélium. On constate que il y a bien conservation du nombre de protons, puisque 88 c'est bien égal à 86 plus 2, et on a bien conservation du nombre de nucléons, puisque 226 c'est bien 222 plus 4. Donc on a bien conservation de la charge, puisque rappelons que les protons sont chargés, et conservation du nombre de nucléons avec cette ligne. Donc voici un exemple de réaction schématisée pour une radioactivité de type alpha. Donc l'explication de ce type de radioactivité, c'est que la cohésion du noyau est expliquée par l'interaction forte, qui est une interaction attractive entre 2 nucléons, qui s'oppose à la répulsion électrostatique de 2 protons, puisque 2 protons chargés positivement, uniquement dû à la réaction de répulsion électrostatique, devraient se repousser. Avec l'augmentation du nombre de protons, quand il y en a beaucoup des protons, eh bien la répulsion électrique devient tellement importante qu'elle ne peut plus être compensée par l'interaction forte. C'est finalement la répulsion entre les protons qui prédomine, et donc ce gros noyau qu'on a initialement, comme il y a tellement de charges positives, eh bien ces charges positives finissent par tellement se repousser que ce noyau est obligé de se briser en libérant une particule alpha et un noyau fils, donc qui est ici plus petit. Bien entendu, ce noyau fils va également émettre un rayonnement. Ce rayonnement, on verra de quelle nature il est. Ici, c'est un rayonnement gamma qu'on verra après, un petit peu plus tard. Donc la définition, un noyau est dit radioactif alpha s'il émet un noyau d'hélium He, et un noyau d'hélium, c'est une particule positive qu'on appelle aussi particule alpha. Ce sont les deux noms. Alors une première application, l'uranium 238 est un émetteur alpha, écrire son équation de désintégration. Alors comment on procède pour faire ça? Eh bien, il faut qu'on regarde un petit peu dans la classification périodique. Donc l'uranium 238, par définition, quand on le dit comme ça, c'est que c'est l'isotope, c'est-à-dire que c'est le nombre de nucléons. Donc on sait que là on a 238, on sait que c'est de l'uranium. Donc il nous reste à regarder dans la classification périodique la place de l'uranium. Eh bien l'uranium, quand on regarde dans la classification périodique, il est situé à la place 92, Z égale 92. Donc on sait que, je vais l'écrire ici, cet uranium qui était donc 238 est à la place 92, donc son numéro atomique c'est 92, il va se transformer, on nous le dit,
en libérant une particule alpha. La particule alpha, c'est de l'hélium. On voit donc via les lois de Soddy que le nombre de nucléons, ce sera 238 moins 4, ce qui fait 234. Le nombre de charges, c'est 92 moins 2, c'est-à-dire 90. Il ne nous reste plus qu'à repérer dans la classification périodique l'atome qui est en position 90. L'atome qui est en position 90, c'est du thorium. Donc on a écrit ici l'équation de désintégration radioactive alpha. La question suivante est la question finalement à l'envers. On nous demande quel noyau va se désintégrer en émettant du plomb 206. Alors on sait que c'est du plomb 206 qui est libéré. Le plomb se situe en Z égale 82. On le voit ici. Donc le plomb il est là. C'est un émetteur alpha, donc il y a libération d'une particule alpha. Comment on retrouve l'atome père finalement, le noyau père qui a donné naissance à ce plomb en tant que noyau fils? Eh bien on fait 206 plus 4, ce qui fait 210. 82 plus 2, ce qui fait 84. On cherche le noyau qui est en position 84 dans la classification périodique. Eh bien, si on regarde bien, c'est le polonium qui est en position 84. Donc on a écrit l'équation de désintégration radioactive du polonium 84 en plomb 82 avec une particule alpha qui est l'hélium. Donc voilà pour la petite méthode. Donc évidemment, on recopie ces équations ici. Donc l'uranium 238 92 qui est le noyau père, qui donne naissance au noyau fils qui était le thorium 234, dont le numéro atomique est 90, plus la particule alpha, et puis de la même façon, ce qui a donné le plomb 206, en libérant une particule alpha, c'était le polonium. Donc le polonium de symbole PO, 210 et 84. Alors la caractéristique du rayonnement alpha, ce sont ces particules alpha qui sont libérées. Elles sont arrêtées par quelques centimètres d'air ou une feuille de papier, donc elles seront relativement faciles à arrêter. Ce rayonnement alpha est donc très peu pénétrant, par contre il est très ionisant. Et il est de ce fait particulièrement dangereux si des poussières radioactives sont inhalées, c'est-à-dire avalées ou respirées, en cas de contact avec la peau. Donc même s'il ne pénètre pas facilement les tissus, si jamais il entre dans l'organisme, alors les conséquences peuvent être très très dangereuses pour l'organisme, puisqu'on a des réactions en chaîne qui peuvent se produire, et donc ensuite des développements de cancer et autres. Autre type de radioactivité, c'est la radioactivité β-. Alors, elle concerne les noyaux instables à cause cette fois-ci d'un excès de neutrons. Donc ce sont des atomes qui ont beaucoup trop de neutrons et elle se traduit par l'émission d'électrons. Alors, on le voit ici, dans le noyau, un neutron en fait se transforme en un proton et un électron. Ce neutron-là peut se transformer en un proton et un électron. Donc le symbole de l'électron, c'est petit e. Bien évidemment, pas de nombre de masse, mais par contre, une charge négative qu'on symbolise comme ça en mettant un -1 ici, ce qu'on appelle aussi l'électron. Donc ça, c'est le symbole de l'électron, qu'on appelle aussi la particule β-. En plus de ça, il y a une émission d'une autre particule que l'on considère avec une masse extrêmement faible. Pendant très longtemps, on a cru qu'il n'y avait absolument pas de masse. En réalité, il semblerait qu'il y ait une masse, mais qui est quasi nulle. Ce qu'on appelle un antineutrino. Alors cet antineutrino se note avec cette lettre-là, avec une barre pour montrer que c'est une antiparticule. Et on note 0, 0 puisqu'elle n'a pas de charge et un nombre de masse quasi nul. Donc c'est une particule
qui interagit uniquement avec, par interaction faible. Donc écrivons l'équation de désintégration de type β- dans le cas du carbone 14, qui est un émetteur β-. Donc on reprend le même processus que tout à l'heure en utilisant la classification périodique. Donc le carbone 14, on sait que c'est un émetteur β-. Donc premièrement, on repère où se trouve le carbone dans la classification périodique. Comme on dit que c'est du 14, le 14 est là, le 6 est là. On sait que c'est un émetteur β-, donc il envoie un électron. Également un antineutrino, mais un noyau fils. Il faut qu'on retrouve donc ce noyau fils. Eh bien, on est bien d'accord que la conservation des lois de Soddy implique que là on aura 14, qu'ici on aura 7, puisque 7 plus 0 moins 1 ça fait 6. En position 7, eh bien, on le voit ici, c'est l'azote. Donc, voici l'équation de désintégration du carbone 14. Autre question qui nous est posée, c'est finalement quel noyau pair va donner naissance à du polonium de numéro atomique 84, et c'est du polonium 210. Donc comme c'est une radioactivité de type β- d'après l'énoncé, on sait qu'il y a émission d'un électron et bien entendu d'un antineutrino. Il ne nous reste plus qu'à trouver, via les lois de Soddy, le nombre de masses, c'est-à-dire 210 plus 0 plus 0, ça fait 210. La conservation du nombre de charges indique 84 moins 1 plus 0, ça fait 83. On repère donc dans la classification périodique le noyau qui est en position 83, on voit que c'est du bismuth. Donc le noyau pair est du bismuth. On a donc les deux équations de désintégration β-, ici. On peut les noter donc maintenant dans la partie cours. Donc rappelons donc le noyau pair du carbone 14 se désintègre en son noyau fils, l'azote, en émettant un électron et un antineutrino. Quel noyau donne par radioactivité β- le polonium 210? Eh bien le polonium 210, d'après la classification périodique, il est en position 84. Étant un émetteur β-, il éjecte un électron et un antineutrino. Eh bien le noyau pair qui donne naissance à ça aura pour nombre de masse 210 et pour numéro atomique 83, et c'est le bismuth de symbole Bi, le noyau pair. Donc ces particules sont assez pénétrantes, elles sont arrêtées par quelques millimètres d'aluminium. Donc c'est relativement pénétrant, hein, ça traverse très facilement les tissus. Autre type de radioactivité, eh bien la radioactivité β+, qui concerne cette fois-ci les noyaux instables à cause d'un excès de protons. Un proton va en réalité se transformer en un neutron, un positron et émettre évidemment un rayonnement, qu'on peut traduire donc par cette émission de positons. Alors on peut dire positon ou positron, les deux mots sont équivalents. Le positon est l'antiparticule de l'électron, c'est-à-dire qu'en fait si un positron rencontre un électron, les deux particules s'annihilent, se détruisent mutuellement l'une l'autre. Donc le symbole du positron, qu'on appelle aussi une particule β+, c'est 0 plus 1e, donc c'est vraiment, on va dire, l'opposé en signe de l'électron. Et évidemment, ça va émettre aussi une particule qui est l'antiparticule de l'antineutrino, c'est-à-dire le neutrino, qui est une particule qui a une masse extrêmement faible, qu'on note nu avec cette lettre grecque, hein, et toujours 0, 0. Donc la masse est extrêmement faible, hein. Là encore, pendant des années, on pensait qu'elle n'avait pas de masse. Donc faisons un petit exemple. L'azote 12 est un émetteur β+, donc on recommence avec la classification périodique. Donc on sait qu'on a l'azote 12
Donc l'azote, on regarde dans la classification périodique, il est en position 7. C'est un émetteur bêta+, donc il émet un positron plus un neutrino. Et on cherche le noyau fils. Et bien, via les lois de Soddy, on comprend aisément qu'on aura 12 ici, puisque 12 plus 0 plus 0, ça fait 12. Et bien 6 plus 1, ça fait 7. Celui qui est en position 6, c'est le carbone. Donc on a écrit l'équation de désintégration β+ du noyau pair azote qui s'est transformé en noyau fils carbone. De la même façon, on se demande qui va donner naissance au sélénium 80. Donc le sélénium, si on regarde bien, il est en position 34 dans le tableau. Étant émetteur β+, il envoie un positron et un neutrino. Via les lois de Soddy, on comprend que le numéro est de 80 et ici 35. On cherche donc dans le tableau celui qui est en position 35, c'est le brome Br. Et donc on a les équations de désintégration β+ qui sont inscrites. Donc c'est relativement aisé à faire. On peut donc les noter dans le cours rapidement. Donc l'azote se désintègre en son noyau fils, le carbone, en émettant un positron et un neutrino. De la même façon, le noyau fils sélénium est issu du brome, qui est le noyau pair. Et comme on a une radioactivité de type β+, eh bien, on a émission d'un positron, le positron, ou positon, et le neutrino. Autre type de radioactivité, la désexcitation gamma. Alors, bien évidemment, j'ai oublié, pardon, les caractéristiques du rayonnement β+. Donc, ce sont des particules, les β+, qui ont des durées de vie très courtes dans la matière, parce que dès qu'elles rencontrent un électron, eh bien, elles s'annihilent et elles se détruisent, donc c'est quand même par contre relativement pénétrant. Type de désexcitation gamma, eh bien, un rayonnement accompagne chacun des trois types de radioactivité, c'est-à-dire qu'une radioactivité de type alpha, bêta+, ou bêta-, est toujours accompagnée d'un rayonnement gamma. Alors c'est un rayonnement électromagnétique, et très souvent, le noyau fils, il est obtenu dans un état excité, c'est-à-dire que le fils lui-même est instable, et alors, pour ce faire, on a inventé une notation, c'est-à-dire qu'on met une étoile à côté de l'atome excité. Et la désexcitation du noyau fils produit un rayonnement, c'est-à-dire que le noyau fils excité, on le note avec une étoile, il se transforme en lui-même de façon stable, mais en émettant un rayonnement. Ce rayonnement gamma correspond bien évidemment à une fréquence bien précise. C'est un rayonnement qui est très très pénétrant, très difficile à arrêter. Il faut une dizaine de centimètres de plomb pour l'arrêter, ou plusieurs centimètres, voire mètres de béton pour le stopper. Pour résumer ici le pouvoir de pénétration des rayonnements, la particule alpha, c'est-à-dire le noyau d'hélium, s'arrête simplement avec une simple feuille de papier. Les radioactivités de type bêta, moins et plus ont une pénétration relativement faible. Elles parcourent quelques mètres dans l'air et il faut quand même quelques millimètres d'aluminium pour les arrêter, mais elles traversent sans problème une feuille de papier. Alors que le rayonnement gamma, c'est un rayonnement de très grande pénétration. Il faut plusieurs centaines de mètres dans l'air pour l'arrêter et une forte épaisseur soit de béton, soit de plomb pour l'arrêter. Donc typiquement dans les centrales nucléaires, il faut savoir qu'il y a deux dômes l'un sur l'autre d'une épaisseur à chaque fois de 1 mètre au cœur des réacteurs. Donc 2 mètres d'épaisseur pour stopper totalement, pour être, bon 1 mètre suffit, hein, mais pour stopper le rayonnement radioactif, qui est de type gamma.
Alors, notion suivante, l'activité nucléaire. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'activité? Eh bien, l'activité d'un échantillon contenant des noyaux radioactifs, c'est le nombre de désintégrations par seconde. Son unité est le becquerel, en hommage à Henri Becquerel qui a découvert la radioactivité, de symbole BQ, B majuscule, Q minuscule. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un becquerel? Eh bien, en fait, c'est une désintégration par seconde. Donc, définition très importante à retenir par cœur. L'activité se mesure avec un compteur Geiger-Müller, qu'on dit aussi des fois compteur Geiger, selon la prononciation. Donc ce compteur nous permet de mesurer le nombre de désintégrations par seconde. Donc la radioactivité est, comme on l'avait rappelé dans l'introduction, naturelle. Donc par exemple, dans 1 litre de lait, il y a évidemment des noyaux qui se désintègrent. Naturellement, on a à peu près 60 becquerels, donc 60 désintégrations en 1 seconde. 1 litre d'eau de mer, on mesure une activité entre 10 et 15 becquerels. Un enfant de 5 ans, il est fait d'atomes, qui sont eux-mêmes faits de noyaux, il a une activité naturelle de 600 becquerels, donc 600 désintégrations par seconde. Un adulte de 70 kg, on est dans un ordre de grandeur de 10 000 becquerels. 1 gramme de radium, donc substance très radioactive, 37 milliards de becquerels, totalement un autre ordre de grandeur. Une tôle de granit, 7 à 8 millions de becquerels. Donc ce sont là des ordres de grandeur pour avoir quelques idées sur ces échantillons radioactifs. Bien évidemment, même si un échantillon contient des noyaux radioactifs donc instables, toutes les désintégrations ne se produisent pas simultanément. On avait parlé du caractère aléatoire de ces désintégrations. Pour un échantillon donné, l'activité, bien entendu, diminue au cours du temps, puisqu'au cours du temps, on a de moins en moins de substances radioactives qui se désintègrent. On en arrive donc à la loi de décroissance radioactive. Eh bien, la loi de décroissance radioactive, c'est une loi fondamentale de la radioactivité. Quand un noyau émet une particule alpha ou bêta, il se transforme. C'est ainsi, par exemple, que le radium devient du radon, du tritium, puis de l'hélium. De ce fait, le nombre d'atomes de l'espèce radioactive diminue inexorablement. Il en va de même du nombre de désintégrations par seconde, que l'on appelle activité de la source radioactive, et ainsi donc du nombre de rayonnements émis. Il y en a de moins en moins au fur et à mesure que le temps passe. Le nombre d'atomes radioactifs, le nombre de désintégrations et le nombre de rayonnements émis marchent de concert. Tout ça diminue, décroisse de la même façon au cours du temps. On a là, ici, l'allure de la courbe de décroissance du nombre de noyaux. Donc en ordonnée, on a le nombre de noyaux qui va diminuer au fur et à mesure que le temps s'écoule, et on voit bien que ça suit une loi exponentielle. On a une loi du type n de t égale n0 exponentielle moins lambda t. Donc une décroissance exponentielle qui finit inexorablement par tendre vers 0 au fur et à mesure que le temps passe. Le but de la suite du cours, c'est de modéliser mathématiquement cette loi de décroissance radioactive, donc soit de l'activité, soit du nombre de noyaux qui diminue à un instant quelconque. Alors, définition d'abord de ce qu'on appelle la constante radioactive. L'activité A d'un échantillon de noyaux radioactifs est proportionnelle au nombre de noyaux qu'il contient. Donc le nombre de désintégrations par seconde, c'est l'activité, est proportionnel. On a une constante de proportionnalité qu'on note lambda et qui s'appelle la constante radioactive au nombre de noyaux, le nombre de noyaux qu'on appelle n de t, qui diminue en fonction du temps qui passe. Donc évidemment, l'unité c'est seconde moins 1 de cette constante radioactive, puisque l'activité c'est un nombre de désintégrations par seconde. Donc bien évidemment, cette constante est caractéristique du noyau étudié. Ce ne sera pas pareil pour du radium, ou pour du thorium, ou pour du polonium. Établissons maintenant la loi de décroissance radioactive, qui est en réalité une équation différentielle du premier ordre. Alors, soit n de t est le nombre de noyaux présents à un instant quelconque, non désintégré bien entendu. À partir de l'instant t et pendant une durée delta t, un compteur mesure le nombre de particules émises. Il est égal au nombre de noyaux ayant disparu de l'échantillon. Donc, quel est le nombre de noyaux qui a disparu? Eh bien,
c'est n de t moins n de t plus dt, c'est-à-dire l'instant étudié plus l'instant juste après. La soustraction des deux, c'est bien le nombre de noyaux qui a disparu. Qu'est-ce que c'est l'activité moyenne? C'est le nombre de désintégrations par unité de temps, donc on divise tout ça par le temps. Si l'échantillon et le nombre de désintégrations sont assez grands, n de t est une fonction du temps, et on appellera donc activité la limite de l'activité moyenne quand le temps ici est très très court, autrement dit quand il tend vers 0. Donc l'activité, c'est la limite de n de t moins n de t plus dt sur dt quand delta t tend vers 0. Si on écrit finalement, ici on reconnaît presque la variation au sens d'un delta mathématique en mettant l'opposé. Donc on écrit l'opposé, n de t plus dt moins n de t en sortant un signe moins. On reconnaît ici par passage à la limite la définition de la dérivée. Donc finalement l'activité c'est moins la dérivée du nombre n de t de noyaux qui se désintègrent pendant un instant dt. Or, on vient de le dire, l'activité par définition, elle est proportionnelle au nombre de noyaux qui diminue. Mais c'est aussi égal à l'opposé de la dérivée de n de t par rapport au temps. Eh bien, si on regarde cette partie-là, c'est une équation différentielle puisqu'on a moins dn sur dt qui est égal à lambda n. Si on passe tout du même côté, ça fait dn sur dt plus lambda n égale à 0. C'est bien une équation différentielle du premier ordre, dont la variable c'est la fonction n de t. Premier ordre parce qu'on a une dérivée première, à coefficient constant parce que là il y a le coefficient 1 et là il y a lambda qui est une constante, sans second membre puisque on est égal à 0. La solution d'une telle équation différentielle, c'est bien une exponentielle comme on l'avait pressenti en regardant l'allure de la courbe tout à l'heure. On peut donc c'est cette équation que j'ai écrit ici, on peut donc résoudre cette équation différentielle. Donc voilà l'équation différentielle que l'on vient d'établir, c'est bien évidemment la même. Pour la résoudre, soit on connaît la solution par cœur parce qu'on a bien appris le cours de maths, soit on peut redémontrer rapidement donc ça c'est exactement l'équation qu'on avait obtenue. On peut la redémontrer rapidement en séparant les variables. Donc on a dn sur dt plus lambda n est égal à 0. Si on sépare les variables, c'est-à-dire on met tout ce qui est en n d'un même côté, ça fait dn sur n qui est égal à moins lambda dt. Si on intègre, donc en faisant une primitive, la primitive de dn sur n, c'est ln de valeur absolue de n de t. Et la primitive de moins lambda dt, c'est moins lambda t plus une constante. On passe à l'exponentielle. Exponentielle de ln de valeur absolue de grand N de t. Si j'applique l'exponentielle à gauche, il faut que je le fasse à droite. C'est égal à exponentielle de moins lambda t plus la constante. Exponentielle de ln, ça fait tout simplement n de t. Exponentielle de moins lambda plus une constante, ça fait exponentielle de moins lambda t que multiplie exponentielle de la constante. Exponentielle de moins lambda, ça fait moins lambda t. Et exponentielle de constante, c'est une autre constante que je peux appeler, k ou a, peu importe. Donc on a bien une loi du type n de t est égal à... pardon, j'ai oublié l'exponentielle ici. K exponentielle de moins lambda t. Donc finalement, la loi qu'on avait supposée tout à l'heure, n de t, est bien du type k étant une constante qui nous reste à déterminer, exponentielle, moins lambda t. Ça corrobore avec l'allure qu'on avait observée tout à l'heure
qu'on pouvait enregistrer avec un compteur Gégère, n en fonction de t, cette loi exponentielle. Il nous reste à trouver la valeur de la constante k. Pour ce faire, comme souvent avec les équations différentielles, on s'intéresse aux conditions initiales. La condition initiale, c'est qu'à l'instant t égale à 0, on connaît le nombre initial de noyaux présents dans l'échantillon. N de 0 est égal à N0. Si on remplace ça dans cette équatif, ça fait k exponentielle de 0 moins 0 fois lambda. Exponentielle de 0, ça fait 1, donc ça fait k, tout simplement. N0 est égal à k. Donc finalement, pour conclure, la solution complète de l'équation différentielle, c'est N0 exponentielle moins lambda t, avec N0, le nombre initial de noyaux présents dans l'échantillon radioactif qu'on étudie. Donc voilà la loi de décroissance radioactive pour un échantillon. Alors ensuite, comme toujours, on peut s'intéresser à un temps caractéristique. Ce temps caractéristique, on l'appelle taux. Il s'appelle aussi la constante de temps. Et il vaut 1 sur lambda. L'unité c'est seconde, relativement facile à repérer, puisque n0 exponentielle moins lambda t, une exponentielle étant un nombre, ce qui est dans l'exponentielle n'a forcément pas de dimension, c'est-à-dire pas d'unité. Or, t est en seconde. Donc pour qu'il n'y ait pas d'unité, il faut forcément que lambda soit en seconde moins 1. Taux étant défini comme 1 sur lambda, on a donc 1 sur seconde moins 1. L'unité de taux, c'est bien un temps, c'est bien des secondes. Donc ce qu'on appellera constante de temps, c'est l'inverse de lambda. L'inverse de la constante radioactive. Et donc, voici ce qu'il faut retenir. La loi de décroissance radioactive, c'est donc ce nombre-là qui suit cette loi, n de t égale n0 exponentielle moins lambda t, avec lambda une constante radioactive qui est propre à l'échantillon. Donc graphiquement, comment on trouve cette constante de temps, ou bien comment est-ce qu'on trouve lambda? Eh bien, comme très souvent, on trace la tangente à l'origine en n0. L'intersection nous donne le temps caractéristique, taux. Et comme il vaut 1 sur lambda, une fois qu'on a trouvé taux, on peut en déduire facilement lambda, graphiquement. Donc c'est une méthode pratique. Qu'appelle-t-on maintenant demi-vie radioactive? Eh bien, on définit la durée de demi-vie, ou ce qu'on appelle aussi la période radioactive, c'est un synonyme, noté T1,5 ou T majuscule, comme la durée au bout de laquelle l'activité initiale est divisée par 2. Alors, il manque le mot initial dans le cours, il faut le rajouter. Il est important, l'activité initiale. Donc, c'est-à-dire que quand on a tracé la courbe de désintégration radioactive, le nombre initial est ici, il vaut n0, divisé par 2, on est là. Eh bien, on reporte cette valeur sur la courbe et on trouve ici ce qu'on appelle la période ou la demi-vie, c'est-à-dire le temps au bout duquel on a 50% uniquement des noyaux radioactifs qui sont encore présents. Si les noyaux radioactifs sont symbolisés en rouge sur le graphe, au bout de T1,5, on n'en a plus que la moitié. Au bout de 2 T1,5, c'est-à-dire ici, on n'en a plus que la moitié encore, puis la moitié, et ainsi de suite, jusqu'à tendre vers 0. Alors montrons que ce temps de demi-vie, ou ce temps cette période radioactive, s'exprime de la façon suivante. T1,5, c'est aussi ln de 2 sur lambda. Alors comme on l'a dit, la loi de décroissance radioactive, n de t, c'est n0 exponentielle moins lambda t. La durée de demi-vie, c'est la durée au bout de laquelle l'activité initiale est divisée par 2. Donc autrement dit, on résout n de t est égal à n0 divisé par 2. N de t, ça vaut n0 exponentielle moins lambda t1,5. Je vais le noter grand T, T majuscule. C'est donc égal à n0 sur 2. Je dois donc résoudre cette équation et isoler grand T. On constate assez facilement que les n0 se simplifient.
On a donc exponentielle de moins lambda t1,5 qui vaut 1,5. On applique ln de part et d'autre. Ln de exponentielle de moins lambda t est égal à ln de 1,5. Ln d'exponentielle, ça fait sauter l'exponentielle, ça fait donc moins lambda t est égal à ln de 1 moins ln de 2 via les propriétés de distributivité du log. Ln de 1, ça fait 0, ça fait donc moins lambda t égale moins ln de 2. Les moins se simplifiant, il reste t égale ln de 2 sur lambda. On a donc résolu cette équation et donc trouvé la valeur du temps de demi-vie qu'on appelle t grand T ou t1,5. C'est démontré ici. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser ça maintenant? Avec une petite courbe, déterminer graphiquement la valeur de la demi-vie radioactive de l'argent 108 et la valeur de la constante taux. En déduire la valeur de lambda dans le cas de la désintégration donc de l'argent 108. Donc là, on nous donne la courbe de décroissance radioactive de l'argent 108. Pour trouver taux, il nous suffit de tracer la tangente à l'origine et de prendre l'intersection avec la des abscisses, ce qui nous permettra de trouver le temps taux. On veut également trouver la demi-vie. Donc pour trouver la demi-vie, il suffit de se placer à l'instant initial, de diviser la quantité par 2 et de se placer sur la courbe. Donc première chose, peu importe dans quel ordre on le fait, on voit que le nombre initial de noyaux radioactifs est de 600. Divisé par 2, ça fait 300. On se place donc ici et on lit là la valeur de t 1,5, c'est-à-dire la demi-vie. Donc il suffit de lire cette valeur précisément. Et ensuite, donc je vais le faire, si on veut trouver le tantôt, on trace la tangente. Là on a le tantôt. Et une fois qu'on a le tantôt, on en déduit lambda, puisque lambda c'est 1 sur taux. Donc voilà pour la méthode. Faisons-le maintenant de façon un peu plus précise, un peu plus détaillée. Eh bien, le temps de demi-vie, je l'ai construit en vert sur cette courbe. Donc on se place à 300 et on lit 163 secondes. Donc le temps de demi-vie vaut 163 secondes pour l'échantillon. On trace la tangente à l'instant initial, à la courbe. Son intersection, elle est là. Précisément, on lit 238 secondes. Donc le fameux temps taux, il vaut 238 secondes. Et pour trouver la constante de décroissance radioactive lambda, on fait 1 sur 238, puisque l'unité c'est déjà seconde, et on trouve 4,2 10 puissance 3 secondes pour cette constante radioactive lambda. Donc c'est relativement aisé à faire. Deuxième question, c'est de déterminer la valeur de la constante radioactive lambda à partir du graphique. Donc là, on a tracé ln de n en fonction donc du temps qui passe. Alors, pourquoi avoir fait ça? Si on repart de la loi de décroissance radioactive, eh bien il nous suffit de linéariser cette expression. Donc n, c'est n0 exponentielle moins lambda t. Si on applique la fonction ln de part et d'autre, ça fait ln de n est égal à ln de n0 exponentielle moins lambda t. Le ln étant distributif, ça nous fait ln de n0 plus ln de exponentielle moins lambda t. Ln de n0, c'est une constante, et ln de exponentielle, ça fera donc moins lambda t. Si on réordonne un petit peu, ça nous fait moins lambda t plus ln de n0. Et bien donc, si on trace ln de n en fonction du temps qui passe, eh bien, on a bien une équation du type y égale at plus b, c'est-à-dire l'équation d'une droite. Ça nous permet donc de linéariser, où le coefficient directeur vaut moins lambda. Donc le coefficient directeur de cette droite, c'est moins lambda. Et si je connais lambda, je peux trouver le fameux temps taux, ensuite, via la relation. Donc, on trace la droite, on trouve le coefficient directeur. Comment?
en choisissant 2 points. Donc là, j'ai choisi ce point-là qui a pour coordonnées 6,38 et 0. Et puis j'ai choisi ce point-là qui a pour coordonnées 1 et là, donc une lecture précise, c'est 1265 en agrandissant un peu la courbe. J'avoue qu'elle est petite. On calcule le coefficient directeur. Le coefficient directeur se calcule en faisant delta y sur delta x. Je prends 2 points, yb moins yk sur xb moins xa. Attention, il est négatif ici puisque la droite est décroissante, mais lambda sera positif, puisqu'en fait le coefficient directeur c'est a qui vaut moins lambda. Et on trouve un lambda qui vaut 0,00425 secondes, moins 1. Donc on retombe sur quelque chose qui peut nous sembler cohérent. Comment on le vérifie à partir des résultats précédents? Eh bien, tout à l'heure, on avait trouvé un T1,5 qui valait 163 secondes. Ça, c'était trouvé dans le premier graphique. Ici, on sait que on peut calculer ln de 2 sur lambda. Le lambda, on vient de le trouver, il vaut 0,00425. Donc ln de 2 divisé par 0,0425, on retombe sur 163 secondes. Donc on a bien montré que T1,5 il vaut ln de 2 sur lambda dans cet exemple-là. La relation qu'on a montrée dans le cas général s'applique bien, on la retrouve bien avec ces méthodes graphiques. On peut s'intéresser maintenant à comment bien choisir un radioélément pour dater un événement. Alors, ça fait appel à ce qu'on appelle la datation absolue, qui est fondée sur la décroissance de certains noyaux instables, et on exploite donc la relation qui existe entre le rapport isotopique et la durée écoulée depuis la fermeture d'un système. Donc c'est notamment la fameuse méthode de datation carbone 14 qu'on va étudier un petit peu en détail ici. Comment on choisit un isotope? Eh bien, cet âge doit être compris entre 1 centième et 10 fois sa demi-vie. Au-delà, tous les noyaux étaient désintégrés, toute mesure est impossible. Donc par exemple, quel isotope doit-on choisir parmi 2 isotopes proposés pour dater un morceau de bois d'il y a environ 1000 ans? On nous propose 2 isotopes, le carbone 14, qui a une demi-vie, donc une demi-vie de 5730 ans, et le rubidium 87 qui a pour demi-vie 50 fois 10 puissance 9 ans. Et bien si on calcule 1/10 de cette demi-vie, 1/10 de 1 centième, pardon. 1 centième de 5730 ans, ça fait 57 ans. Et 10 fois cette demi-vie, ça fait 57 300 ans. Donc évidemment, avec le carbone 14, on peut dater des objets qui ont entre 57 ans et 57 300 ans. Donc pour dater un morceau de bois d'il y a 1000 ans, eh bien on est bien compris dans cette fourchette-là. C'est donc le carbone 14 qu'on va utiliser. Alors quel est le principe de la datation au carbone 14? Eh bien ce carbone 14, c'est un isotope radioactif du carbone. Sa période radioactive, donc le temps au bout duquel l'activité initiale est divisée par 2, est de 5730 ans. Il se forme dans la haute atmosphère de la Terre et il existe à peu près un atome de carbone 14 pour 1000 milliards de carbone 12, qui est l'isotope non radioactif, donc stable, présent du carbone, avec lequel est formée la majorité des constituants sur Terre. Comme tout isotope du carbone, le carbone 14 se combine avec l'oxygène de l'atmosphère pour former du CO2, et ce CO2 est bien évidemment assimilé par les organismes vivants tout au long de leur vie, via la respiration, l'alimentation. Donc les plantes, les organismes vivants utilisent et consomment donc ce CO2. En mourant, par contre, on n'en assimile plus. Les plantes n'assimilent plus, bien évidemment, de CO2 lorsqu'elles sont détruites, un morceau de bois par exemple, et la quantité de carbone 14 assimilée diminue au cours du temps de façon exponentielle, tandis que celle du carbone 12, elle, reste constante. Évidemment, suivant la loi de décroissance radioactive qu'on a établie tout à l'heure.
La datation repose sur la comparaison du rapport entre les quantités de carbone 12 qui restent constantes et de carbone 14 contenues dans un échantillon avec un échantillon standard de référence. On déduit de cette comparaison l'âge du carbone 14 de l'échantillon qu'on cherche à dater. Cet âge carbone 14 est ensuite traduit en âge réel, qu'on appelle l'âge calendaire, en le comparant à une courbe étalon, c'est-à-dire une courbe de référence, réalisée par des chercheurs à force de nombreuses mesures complémentaires. On peut ainsi en déduire l'âge de l'objet étudié et remonter jusqu'à 50 000 ans environ. Au-delà, cette technique n'est pas assez précise et il faut utiliser d'autres méthodes de datation qui ne font pas recours au carbone 14. Alors un petit exercice pour illustrer tout ça. En 1983, on a découvert l'épave d'un drakkar dans la vase du port de Rokside, à l'ouest de Copenhague, et pour valider l'hypothèse indiquant que ce navire est bien d'origine viking, on a fait une datation carbone 14, dont la demi-vie est de 5730 ans, et réalisée sur un échantillon de bois prélevé sur la fameuse coque du supposé drakkar. L'activité mesurée pour cet échantillon est de 12 désintégrations par minute par gramme de carbone. Or, l'activité pour 1 gramme de carbone qui participe au cycle du CO2 de l'atmosphère, c'est A0 qui vaut 13,6 désintégrations par minute. Premièrement, justifier la variation d'activité d'un échantillon de bois au cours du temps. Eh bien, l'activité, c'est le nombre de désintégrations par minute, par unité de temps, par seconde, plutôt, pas par minute, pardon. Plus l'échantillon contient de noyaux, plus le nombre de désintégrations est important, et plus l'activité est grande. Au cours du temps qui passe, bien évidemment, le nombre de noyaux radioactifs diminue, puisqu'il y a de plus en plus de désintégration, donc l'activité va également diminuer. Sachant maintenant que la loi de décroissance radioactive est du type A0 exponentielle moins lambda t, exprimer le temps en fonction des autres grandeurs, eh bien, on part de notre expression. L'activité, elle est du type A0 exponentielle moins lambda t. On veut isoler le temps, donc on isole l'exponentielle. Ça fait exponentielle de moins lambda t, c'est A de t sur A0. On applique la fonction ln de part et d'autre. La fonction ln fait tomber l'exponentielle, ça fait donc moins lambda t égale ln de A de t, l'activité à un instant quelconque, sur A0, activité initiale. Et donc si on veut isoler le temps, eh bien il ne nous reste plus qu'à passer le lambda de l'autre côté, ça fait donc moins 1 sur lambda ln de A de t sur A0. Numériquement, il nous suffit de remplacer. Lambda, on peut aisément le calculer, puisque lambda, c'est ln de 2 sur le t1,5. Le t1,5, c'est les 5730 ans, si on veut le laisser en année. Si on veut avoir directement le résultat en année, autant le laisser en année. L'activité, eh bien l'activité, on la connaît, puisqu'elle vaut 12 désintégrations par minute. Et l'activité initiale, c'est 13,6 désintégrations par minute. Donc, 12 divisé par 13,6. On fait ensuite l'application numérique et on trouvera le temps en années. Donc on trouve ici, si on fait 1 sur lambda, lambda étant ln de 2 divisé par 5730, on trouve 1330 années. Or, ce temps-là, cette activité, cette mesure d'activité avait été faite en 1983. Donc pour remonter à la date de la découverte finalement, à la date de la construction du bateau, on fait l'année de découverte et donc de la mesure qui valait 12 becquerels. Donc on fait 1983 moins les 1034 années qu'on vient de calculer, ça nous fait 943 ans. Donc le bateau a été construit en l'an 943, ce qui correspond bien à la période viking, puisqu'on nous précise qu'elle s'étend entre l'an 700 et l'an 1000. Donc finalement, le drakkar qui avait été découvert, c'est bien un bateau d'origine viking.
Voilà pour ce petit exercice. Quelques applications médicales sur la radioactivité. Eh bien, la médecine nucléaire utilise des isotopes radioactifs, notamment pour l'exploration de l'organisme humain. Il y a une technique qui s'appelle la scintigraphie, qui consiste à injecter, le plus souvent par voie veineuse, directement dans la veine, un isotope radioactif qu'on appelle le traceur, qui se fixe dans la partie à explorer du corps humain et qui émet un rayonnement gamma à l'extérieur, qu'on peut détecter grâce à une gamma caméra, c'est-à-dire une caméra qui va être sensible aux scintillations et donc au rayonnement directement envoyé par les rayons gamma. Cette gamma caméra a permis de localiser dans l'espace des photons émis par l'organe cible. Et les isotopes utilisés, donc souvent c'est de l'iode 131, notamment pour explorer la thyroïde. Le technetium 99, l'avantage c'est qu'il a une très courte période, c'est-à-dire qu'il va rester radioactif, sa période radioactive est de 6 heures, donc au bout de quelques heures, quelques jours, eh bien, la substance ne sera plus radioactive dans l'organisme. On peut aussi utiliser le thalmium 201, qui a une période de 3 jours, pour la scintigraphie du cœur, scintigraphie du myocarde. Donc voilà un type de scintigraphie cardiaque d'effort qui correspond à un patient qu'on peut observer. Donc après, je vous invite éventuellement à regarder des vidéos qui sont plus précises sur ce type de méthode, sur la scintigraphie. C'est relativement intéressant avec ce traceur qui est radioactif. La radioprotection. Le problème de la radioactivité, c'est qu'un rayonnement ionisant est un rayonnement capable de déposer assez d'énergie dans la matière qu'il traverse pour créer une ionisation. Ces rayonnements, lorsqu'ils sont maîtrisés, ont beaucoup d'usages pratiques, dans la santé, dans l'industrie, mais par contre pour les organismes vivants et en bonne santé, c'est-à-dire les cellules saines, ils sont nocifs à longue durée, et puis même mortels en cas de dose élevée. Une cellule qui ressent trop de rayonnement radioactif peut muter, et une cellule qui mute de façon anarchique, c'est un cancer. Donc les rayons ionisants sont de nature et de sources variées. Leur propriété dépend en particulier de la nature des particules, ainsi que la nature du rayonnement, bien évidemment, qui est envoyé. Donc les sources alpha ne pénètrent pas trop, les sources bêta pénètrent un petit peu dans l'organisme, et les sources gamma, elles traversent complètement. Mais encore une fois, même les sources alpha et bêta ont leur dangerosité si elles sont par contre ingérées dans l'organisme. Les rayonnements les plus énergétiques transfèrent assez d'énergie aux électrons de la matière pour les arracher de leurs atomes. Et quand un atome est privé de certains de leurs électrons, du coup ils sont chargés positivement, et du coup les atomes voisins accueillent ces électrons et se chargent négativement. Et de fait, par leur énergie, finalement on a des modifications au niveau moléculaire, et ce qui peut arriver à des dégénérescences au niveau cellulaire, et donc provoquer typiquement c'est des cancers. Bien évidemment, on a inventé des systèmes pour se protéger de cette énergie, et notamment pour arrêter ce type de rayonnement. Alors évidemment, ça dépendra de l'épaisseur des différents matériaux. Donc pour se protéger au maximum des rayonnements radioactifs, on limite le plus possible la durée de contact avec la source, c'est-à-dire on reste peu de temps en contact, notamment utilisé par les radiologues. On utilise des écrans de protection ou des tabliers si on est obligé d'être à côté du patient. Tabliers qui sont typiquement souvent en plomb, des tabliers assez lourds, avec des matériaux très denses qui peuvent stopper les rayonnements. Et on essaye d'être le plus loin possible de la source radioactive, donc avec des temps très très courts. On a ici donc sur ce document un petit peu les usages courants de protection individuelle. Donc notamment on a un cache typhoïde pour protéger la thyroïde, puisque c'est un organe qui est très sensible au rayonnement radioactif. On a des casques, éventuellement des lunettes de protection, un dosimètre. Alors le dosimètre n'est pas un compteur Geiger, qui permet vraiment de mesurer ce qui est... c'est un peu l'instrument corollaire, qui permet de mesurer la dose absorbée par l'organisme. Aussi, donc surtout le tablion plombé, des blouses stériles, et bien évidemment, les radiologues évitent au maximum l'exposition en étant derrière des murs
blindés de telle façon à prendre le moins de rayonnement possible. Voilà pour ce cours. Bon courage pour cette étude.